Bonjour Cécile Comics et aujourd'hui je vais enfin pouvoir vous parler de Human Target qui est un des plus beaux comics que j'ai pu lire l'année dernière. Alors Human Target c'est une maxi-série parue chez DC dans le Black Label, donc la ligne qui est censée être on va dire réservée à des récits un petit peu plus violents, un petit peu plus en marge aussi hein, de la continuité, on va dire un peu plus adulte puisque c'est un peu comme ça que c'est présenté, même si clairement, même chez DC, il y a des limites par rapport à ça. Euh, c'est un récit qui reprend un personnage qui est quand même assez ancien. Moi, j'avais découvert il y a longtemps, je pense au début des années 2000, dans deux mini-séries scénarisées par Peter Milligan que j'avais beaucoup aimé. Artistiquement, elles étaient très différentes, mais les deux étaient vraiment, vraiment très, très intéressantes. Je crois qu'elles sont un peu compliquées à trouver, mais il me semble qu'elles ont été ressorties il n'y a pas longtemps en VF. Donc moi, je vous invite vraiment à les lire. La grande différence avec ce récit de Tom King et Greg Smallwood, c'est que le récit de Peter Milligan était vraiment basé sur la quête identitaire, ou en tout cas les efforts déployés par le personnage principal pour ne pas perdre son identité, puisque le principe de cette série, c'est un héros qui va endosser l'identité d'autres personnages euh, qui sont la cible, par exemple, de tueurs ou autres. Et le but, c'est que finalement, il assure leur protection, ou en tout cas qu'il attire les criminels à lui. Donc c'est le nom vraiment de la cible humaine. Et ce qui était intéressant, c'est que cette immersion du personnage euh, lui faisait parfois perdre ses repères et se demander s'il était vraiment lui-même ou s'il était le personnage dont il avait pris l'identité. Donc c'est vraiment des récits très intéressants et encore une fois visuellement très beaux. Mais là effectivement, ce que propose Tom King pardon, et Greg Smallwood, c'est quand même différent, même si visuellement on est encore dans une série qui est vraiment, je trouve, extrêmement innovante à plus d'un titre. Et je vais essayer de vous présenter quelques pages pour vous expliquer ce que moi j'ai vraiment, vraiment aimé dans cette série. Très rapidement, deux choses à propos de l'histoire. Euh, c'est un polar, clairement, on trouve une tonalité assez proche de ce qu'on a pu lire chez Ed Brubaker, par exemple, dans Criminal ou Reckless, par exemple. On peut aussi y retrouver un petit peu tous les tropes, en tout cas toutes les habitudes un peu de Tom King, même si on n'est pas ici dans le parcours d'un personnage en dépression qui a du mal à s'en sortir. On est plus proche du Tom King que vous avez peut-être lu aussi sur Gotham Year One, qui est enfin, année 1, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est aussi un très bon récit. En tout cas, qui m'a agréablement surpris. J'étais pas le plus grand fan de Tom King. Je crois que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Au bout d'un moment, son Batman, j'avais abandonné. Je trouvais que justement ses mécaniques d'écriture étaient un peu systématiques entre Vision, Mister Miracle. Et puis finalement, je suis revenu petit à petit sur certains titres, une qui était un petit peu débarrassé, ou en tout cas sur lesquels il était peut-être plus subtil dans son approche. Il me manque encore une œuvre importante qui est Sheriff of Babylon, que j'ai mais que je n'ai pas encore lu. Mais c'est vraiment le titre qui était après Mister Miracle, qui était, je crois que c'était celui-là qui était après, que c'était Strange Adventures, où vraiment j'ai beaucoup aimé. Et depuis, en fait, j'ai commencé à réexaminer son Supergirl, elle était vraiment magnifique. Et Human Target, c'était aussi une claque intégrale que j'ai acheté d'abord en VO et en numérique, et après que j'ai racheté dans cette très belle édition d'Urban, qui vaut vraiment le coup. C'est un beau bouquin, il y a pas mal il y a des histoires backup en plus, plus des couvertures, donc je trouve que c'est un écrin assez adapté. Donc l'histoire en elle-même, je ne vais pas vous le spoiler. Il est vrai que elle répond à des principes assez classiques, on va dire, du polar, puisqu'on retrouve cette relation entre le personnage principal et un autre personnage qui est un personnage connu de l'univers d'ici, puisque c'est Ice, une ancienne héroïne qui a fait partie de la Justice League internationale, si je me souviens bien. Et en fait, il va graviter autour de ces personnages-là. Il y a Blue Beetle, il y a Green Lantern, qui est le Green Lantern Guy Garner aussi. Je comprends aussi que c'est un peu un récit quand même
je vais peut-être dire Elseworld, mais qui est dans un univers un peu parallèle parce que, si vous êtes fan notamment des Green Lantern et de Guy Gardner, la représentation de ce personnage-là va sans doute pas vous plaire. Donc je pense qu'il faut plutôt considérer ce récit comme un peu hors continuité, à plus pour plusieurs personnages. Mais cela étant dit, c'est, un récit qui, je trouve, est vraiment bien foutu, dans le sens où, vous avez à la fois une trame policière et à la fois une intrigue générale où le héros va enquêter sur finalement, heu, un crime dont il est lui-même la victime, puisqu'il a été empoisonné. Alors il n'était pas la cible, mais il en reste la victime et donc cette enquête va l'amener à rencontrer tout un tas de personnages et notamment le personnage de Ice et c'est vrai à la fois le récit porte à la fois sur leur relation et sur cette enquête et moi j'ai trouvé ça vraiment, passionnant de bout en bout. Voilà, donc après je sais que, ça peut paraître man c'est un récit qui il y a pas beaucoup d'action, c'est vraiment très axé sur les relations entre les personnages. Il y a un petit côté un peu, crépusculaire, un peu doux amer dans cette narration, du fait notamment de l'âge du personnage, mais aussi du fait qu'il est, a priori en passe de mourir. Donc moi j'aime beaucoup ce ton. Il y a un petit côté, le film Impitoyable par exemple, de Clint Eastwood, j'aime beaucoup ces approches de personnages qui sont un peu, en dans une dernière partie de vie où ils s'interrogent un petit peu sur ce qu'ils ont à faire, qui ont un côté à la fois désabusé et en même temps qui aimeraient partir, sur des bonnes bases, on va dire, ou en tout cas sur une jolie note de fin. Donc là, c'est un peu ces questionnements-là et puis le personnage est assez complexe aussi, dans sa façon de c'est pas un héros traditionnel, dans sa façon d'être, il est, plus ambigu. Donc voilà, c'est un récit que je vous invite à découvrir qui a son lot de surprises, et que je trouve aussi, très humainement, attachant, dans la façon dont il dépeint les relations entre les personnages et notamment les 2 personnages principaux. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le travail de Greg Smallwood qui est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire, sachant qu'il assure le dessin et la couleur, et là, c'est vraiment une ambition graphique qui est, délirante. J'avais déjà découvert, donc j'avais déjà vu des petites choses de cet artiste il y a quelques années, hein, à droite à gauche, mais c'est vraiment sur Moon Knight, avec, Jeff Lemire, je pense, ou Lemire, ça dépend comment vous le dites, que j'ai vraiment découvert le niveau et surtout ce style-là très réaliste dans les visages. Je vais y revenir un petit peu. Au sens de la composition aussi et là, en fait, ça fait vraiment, un très bon mix avec la narration de Tom King qui est assez exigeante, qui maîtrise parfaitement, son rythme, qui, doit aussi apporter beaucoup d'éléments sur le la le découpage et ce que propose Smallwood est assez proche, en fait, en tout cas dans une certaine logique graphique de ce qu'a fait, Darwin Cook aussi. Puisque on retrouve ici et ces 2 planches, en sont un bon exemple, hem, une approche graphique qui rappelle, des illustrations des années 50-60, je dirais, dans la publicité, dans les magazines américains, où on avait alors c'est un style graphique aussi qu'on a retrouvé dans les magazines de mode ou des choses comme ça, où en fait on avait ces, ces traits, en fait, cette façon très stylisée, très, crayonnée presque, d'esquisser des formes, que ce soit dans les décors, dans les objets, on va le voir au fur et à mesure. Et en même temps d'appliquer des aplats de couleurs comme ici, avec des formes, très carrées, en tout cas très géométriques, sans forcément chercher par la couleur à traduire du volume ou traduire des effets complexes, mais en même temps à créer, on essaie dans ces cas-là de créer une espèce d'ambiance visuelle, travailler sur des contrastes, travailler sur des éclairages. Et c'est vraiment le projet, global de ce comics, ce qui fait que ça lui donne à la fois un parfum un peu désuet, effectivement un peu rétro et en même temps une extrême modernité, dans la façon dont c'est travaillé, dont les ambiances sont travaillées. Et aussi parce que, Greg Smallwood va, heu, pas adopter cette approche graphique pour toutes les pages. Il va faire cohabiter ça et un trait, beaucoup plus réaliste qu'on voit ici, dans la façon dont les visages sont faits. On est vraiment à la limite du photographique, je trouve, mais avec un travail sur des volumes, avec un travail sur les doigts et cetera qui fait vraiment, presque tout droit sorti qui fait dessin, d'après modèle, on va dire, donc presque sorti d'une reproduction de photo et il le fait cohabiter, en fait, avec ces objets
et ces décors très stylisés, très esquissés et ça marche parfaitement et c'était pas un pari gagné et je trouve que notamment sur le costume comme ça, où en fait il arrive, avec, cet effet un peu comme fait au fusain, au crayon très épais, à faire cohabiter ça et à rendre que les personnages s'intègrent parfaitement dans ces décors qui, eux, peuvent être esquissés. Je trouve ça vraiment excellent. On le voit ici sur cette page. Je fais bouger la caméra, désolé. Sur cette page où en fait là la poignée et le verre sont vraiment très, très, stylisés et à l'inverse ce visage il semble littéralement sortir de la page. Il est d'un grand réalisme, même si le décor et le coussin, le lit, encore une fois, eux, font très, stylisé. Et après, il y a aussi ces effets sur les couleurs. C'est aussi quelque chose qui est, vraiment magnifique et extrêmement réussi. Ça faisait longtemps, en fait, des fois, on a tendance à regarder que les couleurs comme étant juste, un complément au dessin ou vraiment surtout des fois sur les comics modernes où en fait, on a l'impression que, on a, je trouve en tout cas, une surcharge trop importante d'effets de couleurs, d'effets spéciaux, mais pas des ambiances signifiantes, pas quelque chose qui, vraiment vient, contribuer, globalement à la narration. Il y a bien évidemment des coloristes qui savent parfaitement faire ça et puis qui trouvent des tandems avec des artistes, je pense à Mignola notamment et Dave Stewart ou d'autres encore, là j'ai pas d'exemple en tête, mais on a un petit peu ça aussi avec, Sean Phillips et son fils, sur Criminal et sur Reckless. Jacob Phillips donc qui est colorisé, je crois que c'est plutôt sur Reckless en fait. Mais voilà, où il y a ce tandem et cette complémentarité entre la couleur et le dessin, avec la recherche d'ambiance particulière qui est vraiment bien faite. Dans le comics mainstream, c'est un petit peu plus rare à mon goût. Or là, vraiment, Smallwood a vraiment pense son projet globalement comme ça. Ce qui fait qu'il va se permettre des choses, mais totalement graphiques, hem et en même temps, arriver à recréer des ambiances et ce que ferait un directeur de photo, au cinéma, c'est-à-dire des ambiances extrêmement cinématographiques qui vont refléter complètement les états d'esprit, des personnages, les ambiances qu'il veut créer, qu'elles soient romantiques, inquiétantes et cetera. Il a vraiment un contrôle parfait là-dessus et on sent que, cette mise en page de cette série repose, absolument sur ce jonglage extrêmement complexe, mais parfaitement bien exécuté, entre ce dessin réaliste et ces éléments stylisés, entre, ces ambiances de couleurs, heu, qui vont être, parfois très réalistes et parfois heu, complètement irréelles, mais qui vont toujours soutenir, ce que la scène est en train de nous raconter. Donc voilà, c'est un projet graphique, excellent et je vais vous donner, voilà, un autre exemple de scène. Vous avez vu, on était, dans une séquence, ambiance, verte avec un écran et cetera, parce que c'est une ambiance, très froide avec Lex Luthor, avec, une tentative de meurtre donc voilà et là on change totalement de tonalité. On part dans un spectre, dans une scène un peu romantique entre les 2 personnages, hem, le héros et et le personnage de Ice qui se rapproche un petit peu, au gré je crois que c'est un coucher de soleil, plutôt magnifique, en bordure de mer et là, on a une palette de couleurs entre bleu, rose et violet qui va permettre de construire entièrement la scène, qui va permettre de créer justement cet entre-deux, cette ambiance à la fois romantique et en même temps un petit peu froide, qui va bien avec le personnage évidemment de Ice dont le pouvoir est de contrôler le froid, la glace, la neige. Et il y a ce contraste-là, dans cette scène, d'ailleurs, où souvent les personnages ici sont éclairés de 2 façons, c'est-à-dire une zone assez froide et une zone plutôt chaude. Il y a cette cohabitation, qui montre aussi, qu'ils ont ces 2 facettes-là, l'un comme l'autre et j'ai trouvé que, voilà, ce type d'ambiance, là, on est au-delà de l'exécution du dessin, même si le dessin en lui-même est vraiment magnifique. Le visage de Ice notamment et ses différentes expressions qu'il arrive à lui donner sont à chaque fois, vraiment, parfaites. Mais il y a aussi cet ajout de la couleur qui donne au lecteur une approche de la scène qui est totalement différente. Hem, il y a aussi autre chose, c'est que, on retrouve effectivement, la façon d'écrire de Tom King avec des pages des fois, heu, avec beaucoup de narration, enfin pas au sens caption et bulle, mais au sens où il se passe beaucoup de choses. Et je trouve que Smallwood, arrive vraiment bien à équilibrer ça,
J'aime beaucoup par exemple, voilà, le fait que très simplement il va, parfaitement centrer et cadrer un truc aussi simple que ce personnage qui nage, mettre de côté le texte, le fait qu'il travaille ici un décadrage, très léger pour encore plus accentuer le fait que le héros commence à perdre un petit peu pied par rapport à l'héroïne. Donc, voilà, c'est un travail, qui mérite, qu'on prenne le temps, page par page, de se poser la question, de s'interroger sur ce qu'il a voulu donner comme ambiance, de s'interroger soi-même en tant que lecteur sur ce que l'on ressent quand on regarde ces couleurs, l'ambiance que l'on détecte. Et on voit ici aussi que ces ambiances, elles sont, multiples, elles sont extrêmement nombreuses et extrêmement variées dans cette série. C'est un vrai régal pour ça. Là, vous avez cet impact, qui est, vraiment totalement graphique aussi avec ce gros fond rouge qui contraste totalement. On n'est plus dans une image aussi réaliste que vous avez ici le visage. D'ailleurs, cette articulation aussi, entre les cheveux de Ice qui sont encore une fois très esquissés et son visage qui est toujours rendu avec beaucoup plus de précision. Je trouve encore une fois que c'est un équilibre qui est tellement compliqué à trouver, heu et qui pourtant marche à chaque fois. Même un personnage comme Booster Gold qui a quand même un certain look, très coloré, un costume un peu kitsch. Je me posais la question de ce que ça allait donner, que ce soit lui ou Blue Beetle, dans cette ambiance-là et je trouve que encore une fois l'équilibre, est parfaitement amené. Le fait que, il arrive à respecter, la colorimétrie, mais en même temps arriver à les intégrer de façon réaliste avec ce travail sur, finalement le réalisme des visages, des costumes, des textures et tout. C'est encore une fois un petit jeu d'équilibriste qu'il arrive parfaitement à maîtriser et on le voit ici avec ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que, la couleur paraisse simple, mais elle est extrêmement complexe. Quand vous regardez cette image-là, on est sur quelque chose de très coloré. Il n'y a pas de jeu d'ombre délirant, en fait et pourtant, on voit, à chaque fois cet effet d'une lumière, qui va cohabiter avec de l'ombre, ce travail sur le ciel, avec plusieurs couches de bleu différents, plusieurs teintes qui vont venir donner cet effet très peint, très pastel aussi et aussi, une composition qui arrive toujours à faire ressortir les personnages sans forcément surcharger les décors. Tout semble tout reste quand même très, très réaliste et très bien amené. J'ai essayé de sectionner des pages sans spoiler, mais bon, vous aurez forcément, si vous voulez rester, vraiment, sans aucune connaissance de cette série, je vous invite vraiment à la lire avant, de poursuivre cette vidéo. J'ai essayé d'éviter des gros spoilers, mais il y a quand même des informations sur ce qui se passe. Là encore, je vous parlais, d'ambiances, colorées différentes. Cette case-là est extraordinaire aussi, sur cette cohabitation dans une scène, je crois que ça se passe dans un club avant, voilà, c'est un club avec une ambiance, entre orange et violet, ces 2 personnages-là. Et on change et on sort et on arrive tout de suite dans une ambiance de nuit en pleine rue. Vous avez ces fenêtres et cette ville, en fait, ces lumières de la ville qui sont représentées par des simples carrés et pourtant ça marche parfaitement. Encore une fois, ce double éclairage ici, cet éclairage très marqué en plus, hein, on le voit, il n'y a pas de subtilité. Normalement, l'éclairage va épouser un peu les formes. Ici, pas du tout et pourtant ça marche parfaitement bien et j'étais assez, fasciné par le fait que, cette approche de la colorisation qui semble très à plat, en fait, s'adapte parfaitement, avec ces visages tout en volume et tout en réalisme. J'ai été le premier à être très, très étonné, parce que je trouvais que ce type de colorisation fonctionnait généralement sur des planches comme des dessinateurs comme Mignola qui avaient plutôt eux aussi une approche du dessin à plat. Et là, en l'occurrence, ça fonctionne parfaitement. Autre ambiance, encore une fois, le désert, avec ses jeux sur les décors, ses jeux sur le sable, mais c'était aussi pour vous montrer comment, je trouve que Smallwood gère, vraiment bien le découpage, type de Tom King, en 9 cases, avec beaucoup de narration, beaucoup de dialogue, beaucoup de choses qui se passent et il en profite quand même et il arrive quand même à créer des effets, très simples mais très efficaces. Utiliser, les 3 bandes pour découper, finalement le même plan, arriver à créer aussi beaucoup de jeux d'acteurs et ça c'est un truc aussi qui est, je ne sais pas si il a utilisé, des références photographiques, s'il a, ça y ressemble quand même pas mal donc je trouve que ce serait, enfin, ça ne m'étonnerait pas, mais en tout cas c'est extrêmement bien fait, c'est pas du tout figé
mais il y a une telle, capacité à capter, à la fois des micro-expressions comme ici, des attitudes dans les positions des corps ou même des fois les regards. Les regards sont d'une grande intensité, des fois, sont à la fois charmeurs ou pleins de tristesse. Je trouve que voilà, graphiquement, arriver à reproduire ça, à recréer systématiquement ces visages qui semblent plus réels que jamais, c'est un travail extraordinaire et notamment sur une série comme cela qui repose vraiment sur ces personnages, sur leurs relations, sur, ce qu'ils cachent, sur les émotions. Hem, c'est aussi une très, très grande réussite, de cette série. Un petit mot rapide sur les couvertures, je les ai là, je vous montre un exemple, mais elles sont toutes absolument magnifiques. Il y a celle évidemment, qui était la prem du numéro un que je trouve à la fois drôle, et en même temps, stylistiquement, le reflet de ce qui se passe après. Il y a celle-ci aussi qui fait vraiment, vraiment polar, pulp magazine, tout ce que vous voulez, et elles sont un peu toutes à l'avenant. Donc rien que ça, déjà, c'est un travail assez extraordinaire et puis aussi, la diversité des techniques. Hem, je pense que c'est du digital qui est utilisé, hein, pour faire tout ça. Alors peut-être pas pour ces couvertures-là, mais l'intérieur, ça a l'air d'être soit un mix de techniques, mais ça semble plus probable que ce soit, entièrement fait en digital avec un travail sur des brushes, en fait, des pinceaux qui imitent le style. J'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas eu le temps de me renseigner avant pour voir. Mais en tout cas, compte tenu de la complexité de la colorisation, compte tenu de tout ça, ça me paraît plus crédible, en tout cas, qu'il ait fait ça en numérique parce que, en sur papier, en peinture, en gouache ou tout ce que vous voulez, ce serait, un gros, gros risque, en fait, sur une échelle de production, de autant de numéros. Je crois qu'il y a 12 épisodes. Donc voilà, donc cette couverture, dans sa composition, dans sa structuration, elle est sublime et toutes les autres sont un peu du même acabit. Heu, juste pour, terminer là-dessus, donc ouais, il y a encore une autre cover dans un style très polar. La série, et donc l'album est complété par des petites, histoires one shot par d'autres dessinateurs, comme Michael Janin par exemple notamment. Kevin Maguire aussi qui a été un des artistes qui a travaillé, et dessiné sur, Justice League International dans lequel apparaissait justement Booster Gold, Ice, Fire qu'on a vu un petit peu et puis à la fin on retrouve, pas mal de petites, couvertures alternatives, tas d'artistes, différents avec des interprétations du personnage aussi, très, très différentes les uns des autres. Donc voilà, donc c'est vraiment un des meilleurs récits. J'essaie de pas retomber par hasard sur une page, même si là je vois que ça spoil un peu quelques trucs. Hem, c'est d'une grande diversité graphique, d'une grande richesse. Il y a une vraie exploration, hem, de ces pages, de chacune des pages, en regard de ce qui est à la fois écrit et la façon dont c'est représenté, dans visuellement. La construction du récit est vraiment top. D'ailleurs, cette page, vous annonce vous montre des flash forward de ce qui va se passer dans les prochains jours. Évidemment, Tom King, je pense, avait mappé un peu toute l'histoire. Donc, il retombe sur ses pattes, mais ça fait un récit, extrêmement bien structuré. Et voilà, et c'est ce que je pense vraiment, j'aime énormément, dans cet album, c'est que cette parfaite adéquation entre un récit qui utilise des structures du polar un peu classiques, mais qui en même temps, nous propose un petit peu autre chose, donc un peu plus de modernité dans la façon dont c'est raconté, dont il réinterroge ça, qui réinvente un personnage de comics en restant un peu fidèle, à ses fondamentaux, mais en même temps en allant, poser la question, enfin apporter des questions d'un homme d'un certain âge et qui commence aussi à s'interroger sur son parcours de vie. Et en même temps, là aussi un artiste, Greg Smallwood, qui propose cette synthèse, comme l'avait fait Darwin Cook aussi, mais dans un style encore un peu différent, entre un héritage graphique des années 50-60 et et beaucoup de modernité dans, dans la colorisation, dans les dessins, etc. Donc voilà, ce pont, cette capacité à synthétiser l'ancien et le moderne et à proposer quelque chose de totalement innovant, parce qu'il n'y a pas vraiment de BD aujourd'hui ou de comics qui ressemble à ça. Et c'est le fait de le faire dans un univers de super-héros et de pouvoir intégrer, un petit peu comme dans Watchmen finalement, cette approche de super-héros, en costume, mais dans un univers tellement réaliste que finalement ils n'en sont pas ringards,
mais ils deviennent, finalement, ils retrouvent un peu leur côté assez atypique, dans le paysage. Voilà et donc moi j'ai trouvé que c'était une très belle histoire, mais dites-moi en commentaire si vous, vous avez accroché ou si au contraire si vous, par rapport à ce qui se passe avec les Green Lantern, tout ça et tout, c'est quelque chose qui vous a dérangé? Hem et puis voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir la suite du travail de Greg Smallwood. J'espère qu'ils ont d'autres projets de ce type-là, ensemble et puis voilà, donc je ne peux que vous recommander ce titre, et cette belle édition en plus, parce que vraiment pour le coup, j'ai pas comparé la traduction, mais j'ai trouvé que c'était, de en tout cas, il y avait rien qui m'a choqué dans ce récit-là. Un très bel album, une belle histoire, un récit qui se suffit à lui-même, je trouve des beaux parcours de personnages et puis visuellement une expérience qui, et ce qui est assez rare, vous invite à la relecture pour pouvoir, continuer à vous interroger sur, ce qu'a voulu faire l'artiste. Est-ce que Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous apporte comme information supplémentaire par rapport, à ce qu'il met dans le récit? Voilà, ce que devrait être presque en tout cas ce que sont tous les bons comics et ce que devrait être toute bonne BD en fait. Ce dialogue, et cette complémentarité entre, des recherches artistiques et un récit derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Merci encore pour votre fidélité et votre soutien et puis je vous donne rendez-vous, bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.